Bonjour et bienvenue à tous dans l'exposition Face à Picasso. Cette exposition, c'est d'abord un parcours sur un thème bien précis, celui de l'artiste et de ses modèles, qui est un thème essentiel dans l'ensemble de la vie et de l'œuvre de Pablo Picasso. C'est aussi, vous allez le voir, une exposition qui a des allures de rétrospective, puisqu'on va aborder absolument tous les domaines de création et toutes les périodes de la vie de l'artiste. Peinture, sculpture, dessin, céramique, gravure, photographie, tous ces domaines sont représentés dans l'ensemble du parcours, de même que l'ensemble des styles et des périodes de la vie de l'artiste. Pour commencer, vous avez ici un tableau que Pablo Picasso peint en 1914 à Avignon, qui s'intitule « Le peintre et son modèle ». C'est une des premières apparitions de ce thème dans le travail de l'artiste, et c'est un tableau qui résume un petit peu ce qu'on a voulu faire dans l'ensemble du parcours. C'est à la fois une peinture et un dessin, et on voit bien que c'est une des préoccupations permanentes de Pablo Picasso de mêler les domaines de création, de mélanger plusieurs techniques pour arriver à créer quelque chose de nouveau. De même, on est dans un tableau qui présente un modelé assez classique. Il y a une attention bien particulière qui est portée à la ligne et à la représentation figurative, mais à l'inverse, cet effet non fini, non terminé, volontairement non terminé, donne toute sa modernité à cette toile révolutionnaire au tout début du XXe siècle. On commence le parcours de l'exposition par les premières années, les années de jeunesse de Pablo Picasso. Dès son plus jeune âge, Picasso fait preuve d'une maîtrise absolument incroyable en ce qui concerne les techniques picturales et les techniques de dessin. Il naît à Malaga, en Espagne, en 1881. Son père est artiste et professeur de peinture. Et Picasso, dès l'âge de 14 ans, fait montre d'une maîtrise absolument extraordinaire, comme on le voit dans ce tableau. La fillette aux pieds nus, qui montre aussi toute l'influence des peintres espagnols du siècle d'or sur le jeune Picasso en Espagne. Ces premières années, c'est aussi un moment où Picasso a déjà des modèles privilégiés, principalement les membres de sa famille, mais aussi des figures qui sont issues du folklore espagnol, comme par exemple la figure du picador. Les premières années de Picasso se passent en Espagne, mais elles se passent aussi à Paris, où il arrive à partir de 1900. Et la vie parisienne de Picasso, c'est une vie de bohème, la vie qu'il mène en compagnie de poètes, de peintres, d'artistes à Montmartre. Et c'est une vie de misère qui va susciter chez l'artiste la naissance d'un style dont il sera l'unique représentant, la période bleue. Nous consacrons dans l'exposition une salle à l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, conservé à New York au MoMA et qui révolutionne l'intégralité de l'art du XXe siècle. Ce qui nous a intéressé ici, c'est moins de parler du chef-d'œuvre en soi que des processus créatifs qui ont amené Pablo Picasso à le réaliser. Ces processus créatifs, ce sont d'abord les influences, les inspirations dont Picasso va se nourrir pour arriver à mettre en forme les Demoiselles d'Avignon. Ces influences sont diverses. Autour de 1907, Picasso s'intéresse très vivement aux arts africains et océaniens qu'il collectionne dans ses ateliers. Il s'intéresse aussi aux arts ibériques. Il faut aussi mentionner bien sûr l'influence de Cézanne, qui est considérable dans la façon dont il va construire les figures à cette époque. Les processus créatifs, ce sont aussi les études préparatoires, les dessins, les peintures que Picasso va réaliser avant et après les Demoiselles d'Avignon pour travailler justement cette géométrisation des figures qu'il va élaborer au moment de ce grand chef-d'œuvre. Ces études préparatoires sont en très large partie conservées au Musée national Picasso Paris et plusieurs de ces études sont venues aujourd'hui au musée Mohamed VI et sont visibles dans la salle qui est consacrée aux Demoiselles. Quand on parle de Picasso, on pense bien évidemment au cubisme. Le cubisme, c'est ce nouveau langage pictural totalement révolutionnaire que Picasso va élaborer en compagnie de Georges Braque à partir de 1908. La grande idée du cubisme, la grande interrogation du cubisme, c'est comment arriver à représenter le volume dans un objet qui est irrémédiablement en deux dimensions, c'est-à-dire la toile.
Picasso va en effet essayer de capter la sensation de volume qu'on a lorsqu'on regarde une figure dans la réalité et la retranscrire dans l'espace plan de la représentation picturale. Pour parler du cubisme, qui est un mouvement d'une très grande richesse, nous avons décidé dans l'exposition Face à Picasso de nous concentrer sur la figure du guitariste, puisque ça nous permet aussi d'enrichir la définition du modèle. Les modèles de Picasso, ce sont bien sûr des figures, mais ce sont aussi parfois des instruments de musique. Et Picasso aime jouer de l'hybride et donner l'impression parfois que les instruments, les objets prennent vie et deviennent eux aussi des figures. Pour parler du cubisme, on montre une sélection de peintures, de sculptures, mais surtout de dessins. Et le dessin occupe une place vraiment essentielle dans la façon dont Picasso va construire ce langage pictural, puisque c'est finalement le mode d'expression le plus spontané, le plus direct dont il dispose, et à travers lequel on voit vraiment sa pensée en marche. Nous consacrons dans le parcours de l'exposition une salle aux années 20. C'est une décennie particulièrement complexe et particulièrement riche dans la vie de Pablo Picasso, au cours de laquelle il va explorer des styles et des domaines extrêmement divers. On commence cette salle avec cette peinture de 1920. On est juste après les expérimentations cubistes de Pablo Picasso et Georges Braque et on voit que, après avoir frôlé l'abstraction, l'artiste revient à une figuration franche, à un jeu de la ligne, à une attention bien particulière qui est portée au modelé des figures. Cette femme au fauteuil, c'est une interprétation néoclassique, mais qui est aussi très nourrie du maniérisme italien que Picasso découvre en Italie en 1917. La femme assise, c'est un thème privilégié dans l'œuvre de Pablo Picasso et on la retrouve à plusieurs reprises dans le parcours de l'exposition, par exemple avec cette sculpture, cette femme assise de 1929, dans laquelle on voit toute l'influence que le mouvement surréaliste a sur Picasso. À aucun moment de sa vie, Picasso ne se revendique surréaliste, il n'a pas cette étiquette, il la refuse. Pourtant, il est très proche des cercles surréalistes, il dialogue avec eux et cela donne dans son œuvre des sculptures comme celle-ci qui sont à mi-chemin entre la représentation humaine et la représentation minérale. Lorsqu'on parle du thème de l'artiste et de ses modèles, on pense bien évidemment pour Picasso à la question du modèle féminin qui est essentiel pour bien comprendre son œuvre. Dans l'exposition, nous avons décidé de nous concentrer sur deux de ces modèles et le premier, c'est Marie-Thérèse Walter, une jeune fille que Picasso rencontre lorsqu'elle a 17 ans en 1927 et qui devient dans les années 30 sa compagne et son modèle privilégié. Ce qui est fascinant dans les représentations de Marie-Thérèse, c'est qu'elles sont inspirées du cubisme, d'un cubisme qui est repensé dans les années 30, et que même si, pour la représenter, Picasso n'utilise pas un langage réaliste, on la reconnaît systématiquement dans chacune des œuvres que l'artiste lui consacre. En effet, Picasso utilise, pour parler de Marie-Thérèse, une gamme de couleurs bien particulières. Ce sont des couleurs à la fois très douces et très lumineuses, dans lesquelles on reconnaît le vert, le violet, le jaune, l'orangé. Et il utilise aussi un système d'indices qui nous permettent de reconnaître la figure de Marie-Thérèse, comme par exemple ce nez proéminent qui part du front et qu'on retrouve aussi bien dans les sculptures, dans les dessins et dans les peintures. Les années 30, ce sont aussi une décennie où Picasso crée la suite Vollard. En effet, le marchand Ambroise Vollard lui commande une suite de 100 gravures pour lesquelles il ne donne aucun thème à Picasso et l'artiste va choisir de travailler, entre autres, sur la question du sculpteur et de ses modèles. Dans plusieurs des gravures de la suite Vollard qu'on montre dans l'exposition, on voit ainsi trois personnages, le sculpteur, le modèle vivant et le modèle représenté, qui interagissent, qui se regardent, qui se font face et dont les rôles parfois s'échangent, se croisent au fur et à mesure des interprétations picassiennes. L'autre modèle auquel on a décidé de consacrer une salle dans l'exposition, c'est Dora Maar, la photographe surréaliste qui partage la vie et l'atelier de Pablo Picasso dans les années 40. C'est une décennie qui est particulièrement lourde, qui est marquée à la fois par la guerre d'Espagne et par la Seconde Guerre mondiale en France. Et Dora Maar va incarner toutes les difficultés, toutes les douleurs de la période dans les représentations qu'en donne Pablo Picasso.
Ce qui est essentiel dans cette salle, c'est de bien comprendre que ce qui se joue entre Picasso et Dora Maar, c'est un véritable dialogue, un face-à-face d'artistes. Et pour montrer cela, on a décidé de mettre au cœur du propos ces quatre photographies de Dora Maar qui sont des portraits de Picasso. Picasso influence Dora Maar, mais Dora Maar, elle aussi, influence Picasso, et le modèle n'est pas passif, il joue un rôle actif dans les processus créatifs que Picasso met en œuvre. Dans cette salle, vous trouverez aussi des œuvres extrêmement rares, qui sont des œuvres à quatre mains, des clichés verts, qui sont en vérité des photographies de Dora Maar sur lesquelles Picasso retravaille, redessine, repeint, et qui montrent bien que ce qui se joue dans leur relation, c'est avant tout une collaboration, une influence réciproque. Au sortir de la guerre, Picasso s'installe dans le sud de la France, et les années méditerranéennes, ce sont des années au cours desquelles il va faire preuve une nouvelle fois d'une curiosité et d'une capacité de renouvellement, d'expérimentation absolument incroyable. Dans les années 40, Picasso à Vallauris redécouvre en profondeur le travail de la céramique, des potiers de la ville, et alors qu'il est déjà un maître reconnu de la sculpture, de la peinture, du dessin, il va demander aux potiers de la ville de lui apprendre la technique de la céramique. Il devient leur élève et rapidement il fait preuve d'une maîtrise technique extraordinaire, et nous montrons dans cette section consacrée aux années méditerranéennes plusieurs céramiques anthropomorphes qui montrent une nouvelle manière que Picasso a de travailler sur la figure humaine, sur la question du modèle. Un autre thème essentiel dans cette section, c'est celui de l'atelier, puisque finalement, la question du modèle féminin notamment est mise au second plan, et ce qui revient dans certaines toiles comme celle que nous avons ici, l'atelier de la Californie que Picasso occupe à Cannes, c'est que ce qui est au centre des préoccupations de l'artiste, c'est l'espace de création. On voit bien que le modèle, la figure humaine est reléguée dans un petit espace de la toile, et que ce qui occupe la majeure partie de l'œuvre, c'est le lieu où peut s'exprimer l'acte créateur. Pour parler de la notion de modèle, il fallait bien sûr évoquer les grands maîtres qui vont influencer Picasso, avec lesquels il va dialoguer à travers les siècles. Et nous avons choisi dans cette exposition de nous concentrer sur Édouard Manet, le grand peintre français de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui révolutionne l'histoire de la peinture. Picasso, en effet, va proposer une série de variations extrêmement riches autour d'une toile d'Édouard Manet, Le déjeuner sur l'herbe. Ce qui est absolument fascinant, c'est que Picasso va se concentrer sur cette toile dans les années 60, mais que dès le début du XXe siècle, il sait déjà que Manet va représenter pour lui un sujet de recherche extrêmement important. On conserve en effet au musée Picasso une pièce d'archive sur laquelle Picasso écrit au tout début du XXe siècle que Manet lui réserve bien des douleurs pour plus tard. Cette exploration du thème du déjeuner sur l'herbe par Picasso, c'est une exploration qui se fait dans le domaine de la gravure, du dessin, mais aussi de la peinture, avec des chefs-d'œuvre comme celui que nous avons ici. Et Picasso va réussir à s'approprier les personnages de Manet, notamment grâce à la sculpture. Nous montrons dans l'exposition 3 sculptures extrêmement rares qui sont en papier découpé et plié, qui sont d'une très grande fragilité, et qui montre bien que Picasso fait sortir les personnages de la toile, leur donne vie. Il pose même avec eux parfois dans des photographies. Il compose avec ces personnages en papier découpé, en papier plié, un petit théâtre dans lequel il réinvente Le déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet. À la fin de sa vie, Pablo Picasso s'engage dans un style totalement renouvelé qui va beaucoup interroger les critiques et qui va scandaliser un certain nombre d'entre eux. En peinture, on voit que les formes sont extrêmement simplifiées, les couleurs sont très vives, très franches. La touche, la gestuelle de l'artiste est tout à fait libérée, presque spontanée. Et ce qui est frappant, c'est surtout l'érotisme très vif qui se dégage des toiles de Pablo Picasso à cette époque. Avec par exemple La femme à l'oreiller, de 1969, on voit que Picasso retravaille un thème assez traditionnel de l'histoire de la peinture occidentale, la femme allongée, le nu allongé, mais avec une frontalité tout à fait impressionnante et un érotisme marquant.
La gravure occupe aussi un rôle essentiel à la fin de la vie de Pablo Picasso, avec notamment la suite 347. L'artiste réalise en effet 347 gravures en moins de 6 mois, ce qui est un exploit d'un point de vue technique. Et dans cette suite, le thème de l'artiste et du modèle va fusionner avec celui du couple. L'érotisme de ces gravures est encore une fois extrêmement franc. Picasso fait preuve d'une maîtrise technique tout à fait incomparable, extraordinaire, et montre encore une fois les grandes ambiguïtés de la thématique que nous avons retenue pour l'exposition. Nous avons choisi de terminer le parcours avec une toile particulièrement émouvante, Le jeune peintre, qui est un des derniers autoportraits que peint Pablo Picasso le 14 avril 1972, quelques mois avant sa mort. Dans cette toile, l'artiste se prend lui-même pour modèle et c'est une nouvelle fois une manière d'élargir cette définition du modèle dans le parcours de l'exposition. Picasso, qui dès son plus jeune âge maîtrisait parfaitement les techniques du dessin classique, académique et de la peinture, disait qu'il voulait tout au long de sa vie réapprendre à dessiner comme un enfant. Et c'est ce qu'il semble faire ici, en se représentant avec ce visage juvénile alors qu'il a à ce moment-là plus de 90 ans. Son regard est extrêmement sombre, il semble presque être déjà face à la mort et pourtant il se retourne vers nous avec un sourire bienveillant dans un geste d'adieu. Picasso à la dernière seconde se représente le pinceau à la main, il est un peintre, il est un artiste et alors que ce sont les derniers instants de sa vie, il affirme encore une fois l'importance dans son monde du geste créateur.